Lucie. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau Midi de la littérature. Alors, avant de poursuivre dans le contenu, j'ai envie d'aborder un petit point qui me semble quand même important. L'ouvrage que nous vous proposons est bien signé Lise Michaud, mais il semble que ce soit un pseudonyme et c'est ce que plusieurs éléments laissent à penser. Alors, si l'autrice a bien publié plusieurs ouvrages, nous n'avons accès à aucune donnée biographique sur celle-ci, que ce soit en termes de parcours, en termes d'expérience professionnelle ou de positionnement. Et donc, cette absence d'information complète sur l'autrice nous amène assez naturellement à aborder le texte avec une certaine distance critique, non pour en diminuer l'intérêt, mais parce que la possibilité de situer une autrice ou un auteur d'ailleurs fait habituellement partie des éléments qui éclairent nos lectures. Et donc, cette situation nous a finalement permis de nous concentrer encore davantage sur ce que le texte propose en lui-même, hein, les valeurs, les tensions culturelles, les rencontres dans le soin. Et c'est donc sur ces différents éléments-là qu'on souhaite mettre l'accent aujourd'hui dans la présentation. Et donc, on a choisi de vous partager, comme l'a rappelé mes collègues du CLPS, quelques coups de cœur, pas comme des vérités à prendre telles quelles, mais plutôt pour en faire des points d'appui pour discuter ensemble de l'interculturalité dans le soin. Et enfin, la question du recours possible à un pseudonyme soulève une réflexion plus large et une question qui est intéressante pour nous, comment cela influence notre manière de recevoir un texte et comment ça influence notre manière de mobiliser son contenu, tant dans nos pratiques que que dans des formations. Et c'est aussi une piste qu'on pourrait explorer ensemble durant nos échanges après la présentation des différents chapitres. Donc voilà, pour le petit cadre introductif, je vous propose maintenant de passer aux idées coup de cœur qui ont retenu notre attention. Et ben, je garde la parole parce que c'est moi qui vais vous parler brièvement du chapitre premier qui est lié donc à la culture et aux valeurs dans l'univers du soin où on se pose la question sont-elles des notions interreliées? Et donc le chapitre rappelle que dans le soin, les notions de culture et de valeur, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou organisationnelles, sont étroitement interreliées et qu'elles influencent profondément les interactions entre les soignants et les soignés. Ce chapitre met également en lumière une logique encore largement dominante, cette logique de la différence par opposition à une logique d'ouverture, logique de la différence qui oppose les soignants aux patients, les cultures professionnelles aux cultures profanes, les valeurs médicales aux valeurs sociales. Et donc cette logique conduit souvent, donc cette logique de la différence ou cette logique dominante conduit souvent les soignants à se définir par contraste ou par opposition aux autres, par exemple vis-à-vis des autres soignants, les médecins versus les infirmières, vis-à-vis des patients, alors c'est une frontière un peu plus nette et qui est quand même heureusement en train d'évoluer. Le soignant qui sait, c'est celui qui sait, le soigné, c'est celui qui ne sait pas. Et ces logiques, finalement, elles renforcent ainsi des frontières symboliques entre métiers ou entre professionnels et patients. Et donc, l'autrice nous invite à dépasser cette posture pour entrer dans une logique d'ouverture, où alors là, la différence est considérée comme une ressource et non comme un obstacle. Cette perspective, évidemment, nécessite écoute, réflexivité, reconnaissance de l'altérité. Enfin, ce chapitre aborde aussi, mais ce sera encore abordé dans le chapitre suivant, mais chapitre souligne aussi l'importance que la formation des soignants ne doit pas se limiter à des compétences strictement technico-techniques. Elle doit aussi inclure l'appropriation d'une logique, d'une culture soignante et d'un positionnement éthique indispensable à des pratiques qui soient réellement ouvertes et humanistes. Voilà, je cède la parole à Laurie pour aborder le second chapitre et ses coups de cœur. Ok. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce chapitre-là, et je pense que ça fait aussi fort écho finalement on parle beaucoup de la santé mentale au niveau de la profession. Et donc moi, indirectement, je trouve que c'est quand même lié. Ici, on parle vraiment au niveau de la formation, de cette sociabilisation. Donc ce moment où en fait l'étudiant va entrer dans le monde du travail via un stage. Et donc elle va pouvoir comparer son imaginaire, parce qu'en fait, au départ, quand on choisit un métier, c'est face à ses valeurs et ça entre dans un imaginaire. Et puis là, on arrive dans la réalité avec des contraintes qui sont assez marquées.
Et donc, c'est là, avec les pairs qu'on va pouvoir faire cette sociabilisation et l'importance de cette sociabilisation pour vraiment observer et comprendre, finalement, la manière de vivre, face à la maladie, la souffrance, la douleur, la mort et la naissance. Et donc ça va permettre à l'infirmière de pouvoir au mieux accompagner, les malades dans ces difficultés et également l'aider à prendre sa juste place, sans trop d'affect et sans trop d'indifférence, lors de sa pratique professionnelle. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu ce chapitre-là. C'est vraiment l'importance de cette sociabilisation et donc, finalement, des stages. Voilà. Je vais laisser la parole à Noémie. Merci. Moi, ce qui m'a marqué dans le chapitre suivant, mais qu'on voyait aussi, il y avait une idée qu'on voyait déjà un petit peu avant, enfin tout est lié, on avait parlé du fil rouge là, c'est cette tension, cette sorte de paradoxe qui est inhérent à la notion de culture et aux notions de valeur qui y sont liées. C'est à la fois la culture, c'est à la fois comme elle la présente elle, ce qui fait lien, donc ce qui va rapprocher les personnes, créer un sentiment d'appartenance, des points communs au sein du même groupe, qui soit professionnel, plus social, on va dire. Et c'est à la fois aussi ce qui divise, autant comme source de rejet, donc comme le soulignait déjà Dominique dans son chapitre, il était déjà question de ça, mais donc source potentielle de rejet parce que nous, on est liés d'un côté et donc c'est facile de rejeter ceux qui ne sont pas dans ce lien-là, et comme source aussi de conflit. Ça, c'est un point central dans ce chapitre-là, c'est de montrer que la culture soignante en tant que telle, on peut y trouver différents niveaux de conflit et quatre en fait, quatre niveaux de conflit. Donc il y a le niveau individuel, on en a déjà un petit peu parlé aussi. Ce qui peut se jouer, ça peut être ce conflit, cette sorte de contradiction potentielle entre les valeurs professionnelles et des valeurs plus personnelles. Et ça, je pense que ça peut se retrouver dans tout métier en fait. Mais là, bon, il y a cette particularité évidemment du soin. Elle donne l'exemple, par exemple, enfin, elle donne l'exemple de l'IVG, qui peut, dans certains cas, dans certaines situations, pour certaines soignantes, certains soignants, mais poser ce conflit entre les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles. Il y a d'autres exemples. Un autre lieu de conflit, ça peut être celui de l'équipe de soins. Quand on voit d'un côté, enfin, au sein même de l'équipe de soins, donc il y a cette sorte de valorisation de la culture médicale avec la culture contre, entre guillemets, enfin, versus la culture paramédicale, où là, dans une vue un petit peu caricaturale, elle montre qu'on peut voir d'un côté enfin, l'opposition entre tout ce qui est science, tout ce qui est le cure, tout ce qui est l'objectivité, le pragmatisme. Et de l'autre côté, ben, on est plus de l'ordre du care, de la subjectivité, ce genre de choses-là. Même si dans les faits, on est moins dans cette caricature. Mais en tout cas, cette tension-là est présente aussi. Puis il y a le niveau de la relation soignant-soigné. Donc la logique professionnelle contre les logiques plus profanes. Et donc logique professionnelle qui est plus considérée comme fondée sur des savoirs objectifs, là où les logiques ou les cultures plus profanes considérées comme fondées sur des croyances. Il y a par exemple ici, est donné comme exemple le refus de soins, qui peut être basé sur une culture particulière et qui peut poser évidemment problème à une soignante, par exemple, qui se rend compte que la personne a besoin de ses soins pour, parfois c'est une question de vie ou de mort, mais doit en même temps respecter en fait la volonté de la personne en face d'elle. Et puis il y a aussi le niveau qui est plus organisationnel, où on trouve aussi des conflits, où là les conflits sont plus entre la valeur non marchande de la santé et la valeur marchande de l'institution de soins. Quand on est dans un cadre institutionnel, où évidemment il y a des valeurs de rentabilité, il y a, enfin, des valeurs, oui, en tout cas, il y a un besoin de rentabilité, il y a un modèle plus économique et gestionnaire qui peut entrer en conflit avec des valeurs qui sont plus celles, enfin, d'une logique en fait qui est non marchande et le fait d'être au service des patients, des patientes. Donc ça, c'était un petit peu je résume un petit peu les points principaux du chapitre, avec cette idée qu'on retrouve aussi vraiment en fil rouge. Elle donne à chaque fois des pistes hein, pour un peu soulever ou en tout cas limiter ces différents ordres de conflit. Mais une piste principale, c'est celle en fait du temps de recul. Et en promotion de la santé, ça fait vraiment écho évidemment avec nos pratiques, le fait de pouvoir réfléchir sur nos propres représentations. Et là, en l'occurrence, on dit, ben voilà, un moment peut-être en individuel, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs qui sont en conflit ici, un moment en équipe avec tous les membres de l'équipe agrandie. Voilà, ça c'est vraiment un point qui sort un peu de son livre de manière générale. Voilà.
Je passe la parole à À moi. Barbara. Oui. Bonjour, donc Barbara. Donc moi je me suis principalement penchée sur le chapitre 4, donc qui abordait plus les patients, on va dire, dits d'une autre culture. Moi, deux coups de cœur qui ont retenu plus mon attention dans ce chapitre, c'était ce qui était amené la notion de compétence culturelle, qui induit du coup le fait de pouvoir parvenir à se positionner en fait vis-à-vis de l'autre, et l'autre vraiment dans toute son altérité. Euh, et cela, d'une part, de pouvoir regarder l'autre, donc en s'outillant, en se mettant dans certaines dispositions qui permettent d'être conscient en fait de l'existence qu'il peut y avoir des différences culturelles, mais aussi d'avoir la motivation à essayer de comprendre l'autre, et d'autre part de pouvoir réaliser cet effort de décentrage et d'ouverture, donc comme Dominique le disait, d'ouverture à un autre cadre de référence que le sien. Le deuxième point qui était important pour moi dans ce chapitre-là, c'était vraiment de ramener toute l'altérité vraiment dans le cœur des soins, notamment infirmiers. Je suis infirmière de formation. Le soignant, en fait, est souvent confronté en fait, à une multitude de patients avec des similarités qui sont évidentes, avec des angoisses communes, avec des attitudes qui sont assez proches. Mais il est toujours quand même nécessaire de tenir compte en fait, des particularités de chacun. Et qu'en fait, un patient, c'est toujours, même s'il ressemble à beaucoup d'autres, c'est toujours un autre patient voilà, qui vient s'ajouter à une liste d'autres patients. Euh, et donc, dès le moment où on essaye de catégoriser, de classifier des patients ensemble, ça va tendre à effacer en fait les singularités, à gommer potentiellement des identités. Et il peut y avoir certains risques de dérive, notamment dans le chapitre. Elle parle de les bons et les mauvais patients. Les mauvais patients, entendu que ce sont les patients pour lesquels il est plus difficile de les soigner parce qu'il faut potentiellement s'adapter. Euh, voilà, avoir des adaptations spécifiques en termes de langue, en termes de prise de temps supplémentaire pour pouvoir les soigner parce ils ont potentiellement une autre culture que nous. Et donc voilà, je me disais, sans avoir la conscience de cette idée-là, le risque est présent pour des professionnels pour qui on sait que la charge de travail et les conditions de travail sont assez exigeantes. Et voilà, en tout cas, ce risque-là, il nécessite de pouvoir prendre du recul pour pouvoir en prendre toute la mesure. Voilà, je passe du coup la parole à Valentine, je pense. Merci Barbara. Moi, je vais aborder avec vous les deux prochains chapitres, et notamment le premier, hein, les paradoxes de la culture soignante. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui font écho à ce que Noémie vous a mentionné pour son précédent chapitre. Et donc, comme vous le disiez, que Noémie, l'autrice a révélé différents niveaux. Alors là, par rapport à mon chapitre, c'est par rapport aux oppositions, aux paradoxes qui marquent justement cet univers de soins. Donc, on a mentionné le niveau individuel, le niveau de la relation des personnes soignantes-soignées au sein des équipes soignantes, et puis au niveau organisationnel. Alors, pour ma part, moi, j'ai choisi de vous partager une qui illustre plutôt cette tension, ce paradoxe organisationnel, et qui rejoint, hein, donc vraiment un peu les propos que Noémie a illustrés. C'est que les valeurs d'humanité et de respect, finalement, ça semble être un leitmotiv pour le domaine du soin, et pourtant, en fait, ça reste relativement difficile de les incarner, de les appliquer, parce que dans un contexte institutionnel qui actuellement peut être parfois très exigeant et qui est régi par une logique économique, ça peut être compliqué. Donc, pour illustrer un peu ce propos, c'est en milieu hospitalier, par exemple, il y a parfois une surcharge parce qu'il y a beaucoup de personnes à soigner, il y a une forme de devoir de rentabilité, on manque d'effectifs et donc finalement de temps pour honorer ces valeurs fondamentales. Donc pour moi, c'est un peu un paradoxe systémique qui est important parce que c'est vrai que finalement, l'organisation majoritaire de notre système de santé, il est fortement imprégné de cette logique économique et financière. Donc évidemment, ça impacte tout le long finalement nos conditions de travail, de soins et de services. Et pour le chapitre 6, qui est la culture soignante à l'ère du doute, l'autrice, elle explique un peu que dans ce contexte qui semble marqué par des incertitudes, par des tensions,
ah ben, il paraît essentiel en fait de pas se reposer sur l'assurance, que ce soit à titre individuel ou collectif, que nous sommes dotés de valeurs, alors que ce soit d'humanité, de respect ou toute autre valeur que l'on se caractérise. Ce qui est important, c'est qu'elle mentionne et elle insiste très fort sur ce caractère évolutif des valeurs et donc en fait de la culture, que cette culture soit professionnelle, individuelle, organisationnelle. Et donc, ben, ça, c'est un peu redondant avec ce que Noémie mentionnait, mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment hyper pertinent de prendre ce temps et c'est précieux actuellement de veiller à en fait identifier ces valeurs, de les renforcer, d'en renforcer vraiment ses fondements. Et en particulier quand celles-ci en fait sont mises en danger au niveau organisationnel. Donc voilà, pour moi, ces chapitres insistent un peu sur le fondement que les valeurs professionnelles ou tout simplement finalement humaines, elles sont jamais acquises une fois pour toutes. Elles peuvent pas être considérées comme fixées. Elles évoluent vraiment en fonction de l'histoire. Elles se modulent un peu en fonction des événements, de nos différents contextes. Elles peuvent parfois se renforcer ou tout à fait se déliter. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être dans la mesure du possible vraiment important de prendre ce temps pour pouvoir se poser. Et c'est un peu ce petit partage d'expérience qu'on a fait. C'est un travail qu'on a pris la peine de faire au CLPS parce qu'il y avait plusieurs nouvelles collègues qui arrivaient, dont je fais partie notamment, et où on a pris le temps d'identifier un peu nos valeurs, d'essayer de les harmoniser et puis de les nourrir en fait par rapport à notre culture institutionnelle et au regard de la philosophie de la promotion de la santé, quoi. Donc voilà pour moi. Et je laisse la parole du coup à Dominique pour le chapitre 7. Oui, merci Valentine. Alors le chapitre 7, il aborde la recherche dans une perspective de mieux appréhender la réalité des soins et valoriser la culture. Et donc ce chapitre met vraiment en lumière, en évidence, le rôle essentiel de la recherche dans la compréhension de la réalité des soins et dans l'évolution des pratiques professionnelles vers une logique d'ouverture, hein. Vous savez, dans le premier chapitre, on a parlé de cette logique encore dominante de la différence et l'idée de tendre vers une logique d'ouverture. Et donc l'autrice identifie la recherche comme étant finalement quelque chose de facilitant pour arriver vers une logique d'ouverture. Et donc, l'ouvrage appelle vraiment à dépasser une logique de la différence, nous, eux, culture professionnelle, culture profane. Et donc, c'est apparaît ici vraiment comme un outil qui est indispensable pour appréhender la complexité de terrain, les tensions, hein, on en a parlé tout à l'heure dans les précédents chapitres, les paradoxes aussi, les conflits de valeurs qui peuvent traverser les pratiques soignantes au quotidien. Et alors, du coup, par l'étude rigoureuse des pratiques et des valeurs, la recherche contribue ainsi à documenter, mais pas seulement documenter, elle contribue aussi à légitimer et valoriser la culture professionnelle des soignants. Cependant, s'engager dans une démarche de recherche favorise une posture réflexive et critique, permettant aux soignants de mieux comprendre les logiques qui structurent leurs actions et les valeurs qui les orientent. Alors, je reviens sur un point qui est un petit sous-chapitre dans ce chapitre où l'autrice souligne un point d'attention important qui concerne ce qu'elle appelle, elle, la rencontre entre la culture professionnelle et la culture universitaire. Et donc, l'autrice rappelle en s'appuyant sur les propos de Michel Dupuy que la formation universitaire ne profite pas seulement aux soignants, mais qu'elle enrichit l'université elle-même. Et donc, ça peut vraiment être extrapolé par rapport à toutes les formations. Et je vais juste me permettre de lire un petit paragraphe de l'ouvrage de Michel Dupuy qui aborde un concept que je trouve qui est extrêmement parlant et extrêmement porteur aussi et motivant. Étant moi-même, enseignante dans une école d'infirmières, auprès des infirmiers IRG, mais aussi auprès des cadres de santé et assurant un cours en master de santé publique. Voilà, je trouve que je vais y revenir. Donc la formation infirmière, comme d'autres formations médicales et paramédicales, importe dans l'université un véritable trésor culturel de pratiques, d'expériences, d'interrogations sur le sens de l'action professionnelle et sur le sens de l'humain, d'inquiétudes aussi sur la disponibilité professionnelle, sur les limites à poser. Je trouve que cette notion de, on pourrait dire un bagage, je trouve que la façon dont Michel Dupuy aborde finalement l'importance aussi pour les formateurs, pour les écoles, les universités, de
d'avoir quelque chose, c'est une espèce une sorte d'échange donnant-donnant. Et je trouve qu'appeler ça un véritable trésor culturel de pratiques, d'expériences et d'interrogations, c'est vraiment quelque chose en tout cas, que nous vivons et que moi je vis personnellement. J'ai l'habitude de dire aux étudiants que j'espère leur apporter un petit quelque chose pour leur permettre de se remettre en question ou de progresser ou d'avancer en tout cas dans leur formation, mais que eux m'apportent au quotidien aussi énormément de choses et que ça me remet, je suis en perpétuelle remise en question. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et donc finalement, en conclusion de ce chapitre, l'autrice souligne finalement que la formation, alors elle parle universitaire, mais moi j'ai envie de dire la formation académique ou quelque autre forme que puissent prendre les formations, ainsi que l'engagement dans la recherche, permet finalement aux soignants d'élargir leur regard ou peut-être d'ajuster leur regard sur leurs propres valeurs et leur culture professionnelle. Mais ces démarches permettent aussi d'ouvrir le regard d'autres acteurs sur des réalités qui sont parfois invisibilisées ou méconnues, car elles sont confinées finalement au sein d'un même groupe de professionnels. Et on le vit peut-être aussi, en tout cas, on le questionne en tout cas aussi dans le secteur de la promotion de la santé. On est quand même souvent invité à sortir de l'entre-soi parce qu'on a évidemment une culture proprement sur la santé aussi et que parfois on a un peu la tendance à rester dans l'entre-soi et à ne pas sortir, ouvrir élargir nos horizons. Voilà. Merci beaucoup. Donc moi je vais terminer avec le chapitre 8. En fait, donc comme Valentine disait tout à l'heure, on a fonctionné par arpentage et c'était notre collègue Stéphanie qui a lu ce chapitre-là, qui n'a pas su être là aujourd'hui vu qu'on a changé la date. Je vais en fait lire ce qu'elle a écrit. Par rapport à ça, donc elle disait que ce qui l'avait marqué dans ce chapitre, c'est qu'au final, on est tous et toutes d'une culture différente et que c'est important de s'en rendre compte parce que quand on est dans une position de pouvoir par rapport à quelqu'un d'autre, on peut faire des dommages. Donc, comme dans la relation soignant-soigné, c'est vrai que ça, on en a assez peu parlé, mais ça apparaissait aussi dans le livre, et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas juste le soigné ou la soignée qui est dans une autre culture que nous, mais en fonction de notre profession, on y est tous et toutes. Elle disait, donc Stéphanie, que ce qui la touchait particulièrement, c'est que, et comme j'en avais parlé aussi, dans notre métier, donc en tant que chargée de projet au sein du CLPS et dans les autres aussi métiers, je pense, en promotion de la santé, on est amené à travailler avec plein de cultures professionnelles et plein de cultures personnelles en fait différentes et qui insiste sur l'intérêt du travail préalable, de partager les représentations, qui est très présent en promotion de la santé et pas toujours facile à mettre en place parce qu'on a souvent ce sentiment que c'est une perte de temps, alors qu'en fait c'est un moment assez essentiel. Et l'autrice propose une série de stratégies pour se distancer et par exemple le stage dans un autre service, un peu le vie ma vie, et en tout cas d'avoir une posture qui reste questionnante par rapport à ses propres valeurs et ses propres pratiques. Voilà, ce chapitre-là. Voilà, moi je vais conclure plutôt en se demandant ce que cette lecture nous a permis de faire et est-ce qu'elle va finalement servir les intérêts de la démarche dans laquelle nous on s'est lancé ici en tant que CLPS. Voilà, on avait des attentes qui étaient assez variées au départ dans l'équipe. Certaines, elles sont clairement liées à un projet. Pour d'autres, il y avait des attentes qui étaient plus liées à la curiosité vraiment vers la thématique. D'autres aussi, je pense, qui étaient curieuses de cette technique d'arpentage aussi qu'on avait envie d'expérimenter. La lecture, elle nous a permis d'ouvrir de façon plus large en fait le concept d'interculturalité, notamment dans les premiers chapitres, pour un peu dépasser cette vision initiale qui peut souvent être assez limitée à la culture ethnique, à une culture religieuse, euh, et que finalement, il y a les pistes proposées à la fin donnent vraiment des propositions assez concrètes pour garder l'ouverture dans notre travail, se distancer, avoir du coup un regard différent. Stéphanie, qui est absente aujourd'hui, mais expliquait par exemple que, voilà, notamment à la faveur d'un accompagnement méthodologique d'un centre PMS, euh, mais voilà, le fait d'aller, par exemple, sur le lieu de travail du PMS permet parfois de comprendre certains aspects de la culture d'un service
qui peut-être représentent certains freins pour une proposition qu'on avait faite et qu'on ne mesurait peut-être pas au départ. Euh, et puis aussi, en se disant que toutes les actions et les animations en lien avec l'interculturalité nécessiteraient en fait d'aller voir ce que chacun met derrière ces termes et voilà, peut-être de faire aussi des rappels de notions théoriques en fait et de concepts autour de cette question, la transculturalité, la multiculturalité, et que peut-être en fait c'est un préalable parfois dans certains projets que l'on mène. Et donc, en tant que CLPS, ben, on est plutôt en deuxième ligne. Ça nous amène en tout cas certaines pistes, mais aussi certains questionnements. Ben, de s'interroger un peu sur notre propre culture. Cette lecture, elle nous a renvoyé à notre culture en tant que CLPS, en tant qu'opérateur de promotion de la santé. Et le fait d'être un peu plus conscient de son cadre, de le questionner, d'être toujours ouvert en fait à d'autres champs de la santé, mais aussi de pouvoir adapter notre discours en fait. On parlait voilà, d'arrêter de peut-être de jargonner, de peut-être nous permettre du coup de nous ouvrir en fait euh, les portes vers d'autres professionnels en fait. Donc voilà, on se questionnait de voilà, comment se prémunir en fait de l'écueil de vouloir peut-être convaincre dans cette culture de promotion de la santé, peut-être d'en sortir parfois. Et est-ce que se dégager de cette intention-là, est-ce qu'elle est possible? On se questionnait aussi dans la tension qui peut exister dans l'uniformité des soins, un peu versus la singularité des patients, et on se questionnait par rapport au rôle que l'on a potentiellement à jouer, parce que voilà, cette tension, elle réside clairement dans les protocoles de soins, et comme on est en contact avec les professionnels du soin, bah voilà, autant paramédicaux que médicaux, on se demandait, bah voilà, est-ce qu'on a peut-être une carte à jouer sur la- le questionnement de leur manière de vivre cette tension, comment est-ce que ça peut influencer leur pratique, quel rôle nous on a à jouer particulièrement, et voilà, est-ce qu'on peut potentiellement participer à cette conscientisation. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différents points qui nous sont venus pour conclure en tout cas cette expérience d'arpentage de ce livre sur la culture autour du soin.